Dans ce webinaire sur comment réussir un pivot dans les industries créatives et culturelles. Je m'appelle Anne-Solène Rioux, je suis la cofondatrice de Agora Alliance, l'incubateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. La raison pour laquelle nous avons décidé de faire ces webinaires sectoriels, c'est aussi pour rebondir bien évidemment sur l'actualité. Nous avons déjà fait un webinaire sur le pivot dans la restauration, le pivot dans le commerce de détail, mais bien entendu, les industries créatives et culturelles, de par leur format, subissent de plein fouet la crise actuelle. Et il faut quand même réaliser que les industries créatives et culturelles sont définitivement un levier de développement économique pour la métropole et pour le Québec au complet d'ailleurs. Ça représente, d'après le dernier rapport de la Chambre de commerce Montréal métropolitain, quand même 9,4 milliards de retombées économiques pour le Québec, donc 6,6 en retombées directes. Ça représente 4,7% de l'emploi total de la métropole. Donc, on voit à quel point cette industrie a vraiment un gros impact économique. Puis, au-delà des retombées économiques, ce secteur contribue définitivement aussi à stimuler ce qu'on appelle le tourisme culturel, l'un des segments notamment donc, de l'industrie touristique qui connaît la plus forte croissance actuellement dans le monde. Ceci donc me permet d'introduire mon premier invité. Je vais vous les présenter individuellement, mais j'ai le plaisir donc d'introduire tout de suite Monsieur Martin Lessard, donc directeur général du MT Lab, le premier, oui, incubateur en tourisme culturel et divertissement en Amérique du Nord. Martin a été nommé à la tête du MT Lab en 2017. Il a été chroniqueur techno à la première chaîne de la radio de Radio-Canada. Il a été aussi en charge à l'université conférencier et formateur sur les enjeux du numérique. Donc, Martin aura aujourd'hui le rôle d'expert. Bienvenue, Martin. Bonjour, Anne-Solène. Également récemment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tomber sur un excellent article de Tourisme Express, donc qui est l'actualité de l'industrie touristique en ligne. Et avec une citation de Jean-François Lavoie qui travaille pour l'Association des hôtels du Grand Montréal, qui dit « Pour les startups, il n'y a rien d'éternel sauf le recommencement ». Bien, je pense que les entrepreneurs que nous recevons aujourd'hui, dont notamment Isabelle Lopez, qui est d'ailleurs mentionnée dans ce bel article. Donc, Isabelle Lopez, bienvenue, fondatrice et CEO de My Smart Journey. My Smart Journey, c'est quoi? C'est un outil le plus simple actuellement pour mettre en valeur vos contenus multimédia en les contextualisant dans les lieux physiques notamment. Donc, les équipes peuvent facilement créer, déployer et renouveler des expériences interactives et engageantes avec une plateforme web qui s'utilise notamment sans programmation. Donc, c'est très facile à utiliser. Avec My Smart Journey, vous allez pouvoir être autonome, vous allez pouvoir donner vie à des expériences numériques de qualité personnalisées, abordable et accessible à tous, tout en accumulant des données uniques et sur mesure pour les visiteurs. Isabelle, elle se définit comme une obsédée par la stratégie en expérience utilisateur et je suis très heureuse de la recevoir. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne-Solène, bonjour tout le monde. Et enfin, donc on parle aussi au niveau des startups, que ce soit dans ces industries-là ou dans d'autres, que justement, dans ces situations-là, la survie des entreprises est directement et intimement liée à leur capacité de se réinventer. Ce qui me permet à ce moment-là de vous introduire notre deuxième entrepreneur invité, nul autre que Hugo Laliberté, donc cofondateur de Automata. Automata offre des solutions créatives pour remédier notamment aux problèmes reliés à la crise sanitaire, donc question de capacité à se réinventer, c'est très fort, comme justement des solutions pour remédier aux besoins de distanciation sociale, mais également des écrans tactiles sans contact, ainsi que des bornes de température. Hugo se définit comme un programmeur créatif et entrepreneur dans le milieu de l'art numérique interactif et expérientiel. Il co-dirige actuellement le studio créatif Automata, spécialisé dans la conception d'installations interactives et de parcours immersifs pour l'espace public. Bienvenue, Hugo. Salut tout le monde.
Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre invité expert, à Monsieur Martin Lessard, qui va pouvoir donc nous faire justement un état des lieux de l'écosystème entrepreneurial au Québec et au Canada, justement dans l'environnement des industries créatives et culturelles. Martin, je te donne la parole. Ah, ton micro est coupé. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Anne-Solène. Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, l'article que tu parlais, tu citais comme quoi que des startups sont condamnées à recommencer. Je crois que c'est moins le narratif du mythe de Sisyphe qu'il faut prendre plutôt que le mot qu'on emploie souvent dans le monde des startups, le pivot, donc c'est-à-dire de pouvoir toujours changer. Et effectivement, c'est tout à fait normal, qu'importe comment on l'appelle, le recommencement au pivot. Si on est un entrepreneur, surtout au tout début, sinon on devient juste un chef d'entreprise, mais un entrepreneur est toujours capable de voir les opportunités, donc de s'adapter. Et je crois que dans le monde dans lequel on est, cette suite de pandémies, de sortie de confinement, peut-être reconfinement, effectivement, la flexibilité est très, très appréciée. Dans le monde des startups, je ne sais pas si vous les connaissez bien, entre le monde montréalais, entre les startups, ici, on est peut-être 1000, 2000 startups. C'est toujours très difficile d'évaluer, peut-être plus 2500 en fait. Mais c'est un écosystème assez vivant quand même. Donc, de ce côté-là, c'est peut-être quelque part très techno, mais le côté culture, créatif existe aussi, même s'il ne s'identifie pas sous le terme de start-up. Peut-être on va dire entreprise innovante ou créative, ils vont peut-être plus s'identifier. Et dans ce cadre-là, on pourrait dire que plus que 1000 ou 2000 compagnies, il y en a peut-être beaucoup plus. Donc, à Montréal, effectivement, c'est un milieu relativement jeune. Ça fait peut-être une dizaine d'années que ça existe. On est rendu avec facilement 30, 40 programmes d'incubation, d'accélération. Je veux dire, en plus, c'est un milieu universitaire. On est rendu à 4 universités, mais si on inclut les universités de Sherbrooke et autres, on est plus genre vers 11 établissements universitaires. Il y a 30 incubateurs, accélérateurs. Donc, effectivement, c'est un endroit où on peut grandir et croître. Donc, c'est une question de savoir aussi dans quel écosystème qu'on se trouve. Donc, souvent, il y a peut-être des sous-groupes. Donc, dans le monde peut-être plus précis des industries créatives et culturelles, je dirais que c'est quand même un milieu qui en partie vit de subventions. Donc, il faut quand même juste le savoir. Donc, ça veut dire que c'est soit on est très créatif et donc c'est la subvention qui va nous aider, ou soit qu'on est plus en mode service et donc c'est plus le genre des ministères de l'économie, développement économique Canada qui va nous aider. Mais quand même, les industries créatives, c'est quand même une industrie très importante au Québec. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un élément fort de notre culture, de notre identité. Si on se fie à une étude qu'il y a eu peut-être quelques années, c'est un secteur quand même très dynamique. On parle de facilement de 1 milliard de dollars canadiens par année que ça amène à l'économie canadienne. Donc, on voit quand même que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est quand même des emplois très qualifiés, surtout quand on est dans la technologie, les effets spéciaux, les jeux vidéo. Donc, avec un taux de croissance quand même important qui quelque part, le monde créatif dépasse quand même le monde audiovisuel. Puis en général, même au niveau de la culture en général, c'est comme les entreprises innovantes ou enfin créatives en culture sont même 4 fois plus performantes que la culture en général. Donc, c'est comme un endroit très, très intéressant. Peut-être que pour préciser aussi, ce que le MT Lab fait, juste pour moi que vous sachiez, le MT Lab est un incubateur dédié au tourisme, culture et divertissement. Donc, dans la définition du mot culture que nous, on emploie, là, on n'est pas tout culture au complet. On est la culture qui fait déplacer des gens. Donc, de ce côté-là, il existe d'autres incubateurs aussi au Québec et à Montréal qui fait la culture, donc comme la piscine, par exemple, qui est très dédiée sur la création culturelle, et Zoo, qui est très dédié aussi à la propriété intellectuelle, ou des événements culturels. Donc, c'est à nous trois, on arrive à couvrir enfin, à servir ou à soutenir les créateurs ou les entrepreneurs en tourisme. Ce que je peux peut-être vous dire aussi de plus par rapport au MTLab, pour au moins vous situer un peu où est-ce que je me situe, c'est que nous, l'incubateur, il est spécialisé non pas pour une idée ou le prototypage, mais bien pour l'adéquation au marché. Si on prend
Mettons, il existe une courbe de survie d'une startup. Souvent, au début, quand on crée notre startup, ben, the sky is the limit et donc tout est possible. Donc, notre taux de survie semble infini. Mais rapidement, souvent, les compagnies vont tomber parce que l'idée, elle existe déjà, elle est infaisable. Ou alors, on arrive au prototypage, ça coûte trop cher ou c'est difficile ou on n'a pas les compétences. Souvent, c'est rendu là que le nombre de startups qui démarrent diminue drastiquement. Mais là où c'est le plus difficile, c'est quand on dit qu'on arrive sur l'adéquation au marché, de tester, d'avoir de la traction. C'est souvent là que c'est le bas blesse et la plupart des compagnies tombent au combat à ce niveau-là. Souvent, on appelle ça cette courbe-là qui descend. On dit que c'est la vallée de la mort et que ça va remonter après pour certaines qui auront réussi leur adéquation sur le marché. Ils vont pouvoir commercialiser et ensuite pouvoir trouver du financement. Mais c'est vraiment une étape très difficile. Nous, on se spécialise vraiment dans cette étape-là. Nous avons 11 grands partenaires qui s'impliquent pour justement coacher et suivre les startups pour s'assurer qu'elles ont une meilleure adéquation. Une meilleure adéquation ne veut pas dire que la solution, elle n'est pas bonne, elle est juste, est-ce qu'elle est adéquate pour le monde du tourisme, de la culture et du divertissement pour accueillir des visiteurs, accueillir les touristes, pour entertainer les visiteurs sur une place publique ou pas, ou alors pour améliorer l'expérience dans un lieu où il y aurait un événement, que ce soit un colloque d'affaires dans un palais des congrès ou alors dans un musée. Donc, nous, on est vraiment spécialisés pour s'assurer que la compagnie qui a déjà eu son idée, qui l'a validé, qui a un bon prototype, puisse savoir si ça vaut la peine de continuer. Donc, c'est de ce côté-là que nous, on se situe par rapport à ce qu'on discute aujourd'hui. Peut-être que je peux peut-être continuer sur l'écosystème montréalais, quand même dire qu'au fond, le gouvernement récemment, avec la crise, a quand même une certaine ambition, en tout cas, d'aider le milieu culturel par rapport au milieu créatif. Il y a quand même, je pense, 70 millions, un peu plus que 70 millions pour soutenir des entreprises et organismes culturels. Donc, c'est quand même de l'argent qui circule. Donc, ça veut dire que pour vous, entrepreneurs, il y a quand même de l'argent qui est là, il y a de l'argent qui circule. Donc, il y a peut-être moyen de soit de faire du travail avec ces organismes-là, ou soit pouvoir en profiter, vous, directement. Il y a aussi, je pense, un peu moins que 15 millions qui vont être donnés au milieu culturel pour les aider à rentrer sur le numérique. Donc, une très grande opportunité. D'une certaine manière, c'est du rattrapage. Peut-être que ce n'est pas de l'innovation, mais c'est du rattrapage. La culture, depuis 5, 10, 15, peut-être même 20 ans, je dirais peut-être pas manqué le virage, mais n'a pas pris le plein potentiel du numérique et il y a un certain rattrapage de ce côté-là. Donc, de l'argent est investi, un peu moins que 15 millions, c'est peut-être pas beaucoup, mais sinon, pour ceux qui ont des solutions numériques, c'est peut-être une occasion en or. Il y a aussi un petit peu moins que 15 millions, je pense que c'est 13 millions pour promouvoir la culture québécoise de grande envergure, des projets de grande envergure. Donc, si vous avez des outils ou un certain service ou produit qui peut aider cette culture québécoise à pouvoir faire des projets de grande ambition, ben, de l'argent circule en ce moment. Si vous êtes moins intéressé par Montréal, sachez au moins qu'au Canada, les deux autres grandes villes, il y a peut-être un petit peu plus, mais on peut quand même dire que Toronto et Vancouver qui se débrouillent très bien. Montréal, par rapport à Vancouver et Toronto, on est un peu plus petit, on est moins global encore. Je veux dire, c'est assez nouveau. À Toronto, c'est beaucoup plus développé. Donc, si vous cherchez quelque chose qui est plus en lien avec l'international, Toronto est un écosystème de ce niveau-là et c'est idéal pour le financement. L'argent est souvent là. Ça veut dire qu'il n'y en a pas à Montréal, mais il y en a un petit peu plus à Toronto. Par contre, le combat est plus féroce. Côté Vancouver, c'est un autre écosystème de niveau international, donc on peut être fier d'avoir ça ici au pays. Et la proximité relative de Silicon Valley en fait quelque part un genre de Silicon North, donc pour ceux qui sont intéressés. Puis, ben, à Montréal, en tout cas, je crois que c'est pas la qualité de vie qu'on reste ici. Souvent, les startups reviennent ici parce qu'il y a une qualité de vie. Pour démarrer, Montréal est idéal pour ça. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez peut-être vous déplacer. Je crois que démarrer à Montréal, c'est un bon endroit. Et dans le cadre de l'industrie créative et culturelle, ben, si vous êtes dans le monde des jeux vidéo, des FX, du multimédia, ben, c'est effectivement Montréal, c'est la plaque tournante pour ça. Il y a de la créativité, il y a des subventions et aussi il y a des places publiques. Tout à l'heure, peut-être qu'Hugo pourra parler un peu de ses solutions sur les places publiques. Vous allez voir que c'est un cas on est tellement créatif qu'on a beaucoup de startups ou de compagnies créatives comme ça qui offrent des solutions. Au niveau des organismes de subvention, je fais un résumé dans le suivi de ce webinaire-là, mais on peut donc nommer actuellement au niveau provincial
Le ministère de la Culture et de la Communication donc, a récemment annoncé un budget de 400 millions. Des organismes comme le CALC, le CALQ, la SODEC, aussi également récemment donc la ville de Montréal via le Conseil des arts de Montréal, le CAM, a récemment lancé un appel de projet. Alors, il y en avait un qui était dû pour le 11 juin, mais juste avis à tout le monde, il y en a un qui est également lancé le 22 juin, qui est à l'attention des artistes et des créateurs dans le but de déployer des œuvres sonores, numériques, des parcours déambulatoires historiques, des œuvres d'art éphémères et bien d'autres encore, pour donc au bénéfice des Montréalaises et Montréalais. C'est sûr que la ville de Montréal a décidé d'animer un peu ses rues pour justement ramener du monde dans les rues. Donc, c'est pas mal tous les organismes. Est-ce que j'en ai oublié un, Martin? Ben, il y aurait, dès que vous voulez aller à l'international, il existe donc les standards, les classiques, Développement économique Canada et EDC aussi, évidemment. Au fond, c'est si vous avez une preuve économique et non plus juste culturelle, effectivement, c'est les joueurs habituels qu'il faut aller voir, Export Canada, Export Québec, évidemment. Excellent, excellent, excellent. Donc, on sait que cette industrie, ben justement, la grosse, enfin, le gros problème justement de cette industrie, c'est qu'elle crée beaucoup d'événements qui attirent beaucoup de foules. Et c'est là où la gestion justement de la fameuse distanciation est un petit peu compliquée. Je sais que le MT Lab ne s'est jamais arrêté, en fait. Donc, peut-être justement, peux-tu parler un peu, avant de parler des questions sanitaires, très rapidement, de justement ce que vous, dès que ça a commencé, en tant que MT Lab, acteur de l'écosystème dans les industries créatives et culturelles, vous avez mis en place? Ben oui, effectivement, la crise a été un coup pour le monde du tourisme, mais pour le MT Lab, nous, on est spécialisé justement dans l'innovation en tourisme, culture et divertissement. D'une certaine manière, notre mission continue. On est là pour accélérer les opportunités entre la grande entreprise et la petite entreprise. Ce maillage-là, soit pour un suivi du coaching ou carrément acheter la solution ou co-construire une solution ensemble. Donc, ça reste toujours. C'est juste qu'on le fait maintenant en ligne et on continue donc notre travail. Effectivement, notre rôle, nous, et voilà pourquoi on peut le faire en ligne, on n'offre pas de formation pour devenir un bon entrepreneur. Ceux qui rentrent chez nous sont déjà quelque part assez avancés, ils l'ont appris dans le reste de l'écosystème. Il faut savoir que le MT Lab s'insère dans un écosystème et on existe parce qu'il y a un écosystème autour de nous. Et donc, dans le flux de votre parcours, vous avez plusieurs choix possibles. Je le disais tout à l'heure, il y avait une trentaine d'incubateurs, accélérateurs, puis encore plus d'organismes de soutien. Et donc, il s'agit de choisir. Nous, l'MT Lab permet, à travers un parcours d'incubation, une année d'incubation, et Isabelle Lopez de My Smart Journey et Hugo aussi de Automata, sont passés par chez nous. Ils avaient déjà cette connaissance-là, capable de comprendre et de savoir comment s'adapter. Dans le cas d'Isabelle, elle a beaucoup pivoté et c'est pour pouvoir toujours s'adapter aux besoins de l'industrie. Et Hugo aussi, lui qui répondait directement aussi, déjà en partant, le côté culturel. Nous, donc, on offre ce parcours-là, on offre aussi des appels à expérimentation. À chaque fois, c'est pour savoir, est-ce que votre solution répond à un besoin? Parce qu'on peut imaginer qu'on a créativement, ou en tout cas, soit au niveau technologique ou au niveau de la créativité pure, on pense que c'est génial ce qu'on fait. Puis ça, je pense que je crois que dans un monde de marché, c'est le marché qui décide si c'est vrai ou pas que votre idée a un avenir économique, qu'elle a un avenir créatif. Ça, c'est tout à fait autre chose. Souvent, il y a des subventions qui permettent de pouvoir aider les créateurs, mais la portion économique, c'est le marché qui décide. Et nous, par des appels d'expérimentation, on est capable de pouvoir voir, à travers nos 11 grands partenaires qui sélectionnent les startups qui répondent à des besoins ou à des axes d'innovation prioritaires, de pouvoir dire, oui, ceci répond à des besoins, ceci devrait être modifié un tout petit peu pour répondre aux besoins du marché. Donc, les appels d'expérimentation, on fait des activités de maillage d'affaires. On vient de lancer un programme qui s'appelle le Sprint Relance qui permet de pouvoir faire des preuves de concept. On a donc des catalogues qu'on propose et à chaque fois, le catalogue de solutions, c'est des solutions qui répondent à des besoins du marché. Sinon, effectivement, on les retire du catalogue. Le but, c'est de toujours savoir, et à la fois pour le client ou le partenaire, de savoir que la solution est efficace, et à la fois pour l'entrepreneur, de savoir si le domaine du tourisme, de la culture et du divertissement est un lieu d'opportunité. Parce qu'on peut avoir une solution, et c'est là que je pense qu'il faut réfléchir en tant qu'entrepreneur. Soit que vous avez une solution qui est créative et c'est le contenu qui vous intéresse en soi et la technique, elle est secondaire, il faut juste savoir. Ou alors, c'est que vous avez de la technique et la créativité, elle vient après, mais elle s'adapte au niveau du contenu. Donc, on peut imaginer qu'il faut savoir de quel bord qu'on est. Si vous êtes du bord des affaires, c'est de penser, est-ce que votre solution répond à un besoin aujourd'hui? Avez-vous une solution qui permet des distanciations,
social, de pouvoir s'intéresser à l'aspect accueil et sanitaire en ce moment au niveau des musées et au niveau des lieux touristiques. Donc, tout ce genre de questions-là, vos compétences qui existent d'un côté peuvent s'adapter à ce monde-là. C'est donc juste de réfléchir, de trouver les moyens de savoir si ça répond à un besoin. Absolument. Ben justement, en parlant de besoins, il faut répondre aux besoins actuels et justement pour connaître éventuellement ces besoins, il y a des grandes questions sanitaires qui sont notamment liées à cette industrie-là. Donc, relativement à ces grandes questions, justement, il y a probablement des solutions qui vont se rattacher automatiquement. Donc, pour conclure avec toi, peux-tu donc nous parler de ces grandes questions, ces 4 grandes questions sanitaires dans le milieu? Oui, effectivement, ça peut être aussi temporaire. C'est ça qui est un peu pour une startup, c'est de savoir est-ce que je pivote suffisamment pour répondre à ces besoins-là, quitte à ce que dans 3-4 mois, je repivote de nouveau pour revenir. C'est assez difficile. Mais si votre solution, on l'appelle un pivot, des fois un pivot à 45 degrés, juste changer 2-3 trucs, le temps que ça réponde à un besoin, ça vaut la peine d'y réfléchir. Et si votre solution, votre compétence, ce que vous avez à offrir permet de répondre à ces 4 grands axes qui, je pense, qui résument bien la pression actuelle pour toute l'industrie culturelle et touristique et événementielle, c'est si vous avez quelque chose qui permet de faire respecter les distanciations sociales. Puis par respecter les distanciations sociales, je pense qu'il faut aller au-delà du mot respecter, parce qu'on peut imaginer qu'on fait une barrière, qu'on met des trucs physiques, mais on peut imaginer aussi que c'est un jeu, que c'est une manière de communiquer, qu'il y a une expérience à travers ça. Donc, tout ce qui permet de rendre la distanciation sociale agréable, une expérience intéressante, ou qui permet de pouvoir accélérer, fluidifier un parcours ou la visite ou l'acquisition de clients. Ça, c'est des besoins criants en ce moment dans toute l'industrie et en particulier dans le monde touristico-culturel. Si vous avez aussi des solutions ou des compétences qui permettraient d'offrir une prestation de service sans contact, ça intéresse aussi. Le sans contact, c'est essentiel. Souvent, on dit que c'est sanitaire ce qu'on a, puis tout d'un coup, à la toute dernière seconde, on doit appuyer sur des boutons sur une machine ou appuyer sur un écran, puis c'est comme genre, c'est effrayant. Si vous pouvez offrir une solution, souvent, ça peut être une solution de rattrapage. Les sans contact existent depuis plusieurs années, mais si vous pouvez la remettre d'une manière efficace et rapide, ça, c'est une réponse qui répond à ce qui est demandé dans l'écosystème en ce moment. Si vous avez des solutions qui assureraient l'hygiène personnelle et collective. Donc, ça peut être des fois des installations auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé, qui tout d'un coup, en rajoutant du savon, du parfum, de l'eau, ou qui permet justement de pouvoir, soit collectivement ou individuellement, de pouvoir s'assurer qu'on respecte les règles sanitaires, de se laver les mains, d'avoir un masque, de ne pas se toucher. Ça aussi, c'est très apprécié. Et quatrième grand mettons, besoin en ce moment, cet été jusqu'à cet hiver, à mon avis, c'est aussi de bâtir une confiance sanitaire à la destination. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les outils, donc un outil de distanciation sociale, offrir des services sans contact, avoir des solutions d'hygiène personnelle et collective, c'est bien, mais si moi, je ne me déplace pas parce que je n'ai pas confiance, ben, il n'y aura pas de déplacement. Or, le déplacement en culture et en tourisme veut dire de l'argent. S'il y a de l'argent, ça veut dire qu'il y a une économie. S'il y a une économie, ça veut dire que quelque part, on peut prospérer à la fois l'entrepreneur et le client. Donc, si vous avez quelque chose, une manière, un jeu, un outil qui permettrait de rendre confiant le visiteur, le voyageur, de se rendre quelque part dans un musée, dans une destination, ça aussi, c'est très apprécié. Donc, ces 4 grands axes-là, respecter la distanciation sociale, une offre de prestation de services sans contact ou des solutions d'hygiène personnelle ou collective, donc de groupe dans un événement ou juste pour un individu. Ou alors, vous avez une solution pour bâtir la confiance sanitaire à destination. C'est les 4 grands besoins qui circulent en ce moment. Et je me permettrai de les remettre donc dans le suivi après le webinaire. Puis ça me permet, merci infiniment Martin pour ces précisions, de faire une belle transition vers notre première invitée. Parce que justement, elle répond à quelques-uns de ses besoins. Donc, écoutez, sentez-vous bien à l'aise aussi tous les deux donc de rebondir sur les propos de l'un ou l'autre. On a quelques questions qui vous concernent respectivement, mais sentez-vous bien à l'aise, je vous dis, d'intervenir l'un et l'autre sur les propos. Moi, j'ai eu la chance donc de discuter un peu au préalable avec Isabelle, puis j'ai trouvé ça très, très drôle
qui quand même, depuis le début de My Smart Journey, utilise des technologies sans contact, mais qui a pris comme soudainement conscience que ce sans contact-là devenait une vraie valeur ajoutée dans ce contexte de crise sanitaire. Donc, est-ce que tu peux justement nous présenter ton pivot comme la fameuse technologie sans contact et voir justement comment tu as adapté ton approche vis-à-vis de tes clients? Donc là, je mélange un peu plusieurs choses, mais comment tu as adapté ton approche pour justement présenter ce pivot à tes clients et potentiels clients? Oui, ben écoute, nous autres, à la base, on est un système qui permet de diffuser des informations dans les lieux publics. Alors, quand il n'y a plus de lieux publics ou les lieux publics sont redéfinis, les cartes sont rebrassées un petit peu. Comment ça marche? C'est que les visiteurs vont prendre leur propre cellulaire pour pouvoir accéder à des contenus. Alors, on avait comme clients déjà des musées ou encore des villes qui faisaient des tours guidés ou encore Tourisme Montréal qui nous utilisait dans leur bureau d'accueil pour donner des informations rapides. Mais on n'avait jamais vraiment pensé au fait qu'on était sans contact. Parce que le code QR, ben, tu es à distance, de loin, puis tu vas ouvrir ta caméra, puis ça va popper tout simplement, puis tu vas accéder à un contenu. Alors ça, c'est une première chose, c'est que tout d'un coup, nos clients commençaient à dire ben c'est super, vous êtes sans contact, j'ai rien à changer avec vous. Puis il y en a qui ont commencé à appeler et dire ben j'ai entendu ça, vous étiez sans contact. Puis on a dit ah oui, c'est vrai, on est sans contact. Donc c'était toujours là. Donc c'est pas le sans contact qui est un pivot. Par contre, la façon de présenter ce qu'on fait, oui. Parce que là, on parle d'une industrie qui tout d'un coup doit cesser de remettre des guides papier, qui doit revoir ses tours guidés. Qui doit réduire ces interactions. Les gens sont plus inquiets, ils ont plus tendance à vouloir rester dans leur voiture ou encore à garder de l'espace. Ils vont vouloir avoir moins, ils vont pas vouloir multiplier les contacts à chaque point où ils vont s'arrêter, mettons s'ils font un road trip. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait des clients qui nous utilisaient plus pour faire des chasses au trésor, des meurtres et mystères, des jeux, OK? Et tout d'un coup, on a changé, notre pivot était vraiment au niveau de la communication, on a changé notre présentation parce que tout d'un coup, étant sans contact, on sert à diffuser des informations qui sont clés pour une organisation. Par exemple, de la signalisation. Voici ce qu'il y a par ici. À partir de ce point-ci, voici ce qu'il y a là. Une espèce de concierge, mais à différents points dans la ville, par exemple, ou dans une attraction touristique. Faire des circuits, donc faire déplacer les gens, pas les garder statiques quelque part. On sait qu'on veut les faire bouger avec la distanciation. Donc, on permet de faire ça. On va présenter aussi, par exemple, on va expliquer ce qu'il y a devant soi. Donc, on a des tests là, qui sont, par exemple, même en retail, une espèce d'agro-tourisme, en fait. Une courgerie dans l'anneau d'hier où elle va expliquer ces types de courges dans la boutique en soi. Donc, moins d'interaction, les gens sont plus autonomes. Donc, et tout d'un coup, on est passé d'un outil qui était une façon facile de déployer une expérience à une façon de communiquer en tout temps avec tes clientèles sur ton lieu physique sans avoir à mettre des humains ou sans avoir à nettoyer des écrans tactiles, OK? Ou encore, on parle avec des gens qui enlèvent carrément leur guérite de paiement à l'entrée et qui, tout simplement, on est un point relais vers le e-commerce qu'ils possèdent déjà, où est-ce que les gens achètent leur ticket, puis ils montent dans le email, puis c'est tout. Alors, tu sais, c'est des façons de réduire des fils, c'est des façons d'optimiser finalement ce que le client sait déjà faire. Il sait déjà gérer son client. Il a souvent déjà ces contenus-là écrits quelque part. Il fait juste les déposer dans notre plateforme, puis il fait ça très, très vite, en fait. Voilà comment on s'est adapté. Super, super, super intéressant. Et justement, le fameux pivot, vous l'avez fait. Puis ça, c'est un pivot, comme disait Martin, donc soit on parle de pivot opportunité, soit on parle de pivots qui vont durer. Techniquement, tes nouveaux produits peuvent continuer à durer. Bien, absolument, parce que je pense pas que les gens vont cesser de se préoccuper finalement de la transmission de quoi que ce soit qui est invisible. Je pense que les gens vont être plus conscients de ça. Quand ils sont avec leur cellulaire, c'est un appareil dont ils ont confiance, qui est toujours dans leurs mains ou dans leur poche, donc un peu une extension d'eux-mêmes, mais aussi c'est un appareil qu'ils comprennent et qu'ils connaissent. Fait qu'en termes d'adoption technologique, c'est beaucoup plus facile. On parle beaucoup de numérisation des organisations, notamment en tourisme, il y a énormément de financement là-dessus. Mais il y en a peu, mais tu sais, souvent, c'est toute une courbe d'apprentissage pour l'organisme, mais aussi pour le visiteur qui va devoir changer ses pratiques. Alors que nous autres, on offre quelque chose, tu sais, tu disais que j'étais obsédée par la stratégie d'expérience utilisateur. On a pris, en fait, toute l'expérience de déployer une expérience technologique pour un client. Là, donc, moi, j'avais travaillé avec
plein d'organisations, puis c'était toujours un mal de tête, faire un projet techno. Puis on s'est dit, bon, comment quand on enlève tous les points de friction, que ça soit super facile? Par exemple, un des récents déploiements qu'on a, c'est le musée d'histoire de Sherbrooke. Le musée d'histoire de Sherbrooke nous a appelé un mercredi en disant « Bon, ben, on peut rouvrir dans une semaine. » Puis là, ben moi, j'enlève tous mes écrans tactiles, toutes mes petites bornes. J'ai plein de trucs par exemple, ils avaient une espèce de, comme une opératrice téléphonique de l'époque, là. Ouais, elle met les choses. Puis là, tout d'un coup, il dit, on ne peut pas toucher ça. Puis il a dit, on veut mettre votre système. Alors là, par exemple, dans une semaine plus tard, c'était installé, puis c'était en application, puis c'était prêt à mettre. Donc, parmi les choses qu'on a changées aussi, c'est nos processus, parce que les clients nous appellent, puis ils sont très pressés, mais très, très, très pressés. Fait qu'on a vraiment tighté nos processus internes, là, puis on les a, on s'est beaucoup ajusté là-dessus, puis surtout, on fait tout à distance maintenant. Fait qu'on a développé des façons d'essayer d'expliquer ce qu'on fait, mais à distance, sans toucher, parce que nous autres, d'habitude, on livre des objets physiques. Là, je suis en train de regarder si j'en ai un proche, mais on va livrer des objets. Ça, c'est par exemple, vous mettez votre contenu, puis on va livrer des objets physiques. Puis, il y a quelque chose qui est fait pour le client à son image, avec sa couleur. C'est pas un tableau blanc, là, ça, c'est juste un démo. Là. Mais tu sais, on va livrer ça. Donc, il faut comment les faire sentir, le toucher à distance. C'est toutes des petites adaptations. Comment tu fais, justement? Pour de vrai, là, on va le prendre, puis on va le présenter, puis on va en avoir dans nos mains, puis on va montrer d'autres exemples. On va faire scanner les gens à distance. On va leur montrer, bon, ben, tu sais, voici, c'est une chose, ça, c'est un jeu. On va montrer un truc. Ça, c'est un autre client qui a fait ça. Ben, regardez, j'en ai une ici. Ça, c'est une affiche faite par un ancien client. Vous voyez, vous pouvez le scanner, puis moi, je vais vous montrer avec mon cellulaire. Puis là, je le montre, puis là, ça apparaît. Puis ils font comme, OK, je comprends. Puis, tu sais, ils appellent un autre, tu sais, mettons, c'est un musée, ils vont appeler un autre musée, puis ils vont dire, hey, toi, tu l'as installé, comment ça se passe? Ils sont comme, ah, c'est cool, c'est vraiment le fun, ils réagissent vite. Puis là, ils sont comme, OK, je suis rassurée. Puis, on va jouer justement sur une triangulisation de zones de confiance. On a des clients qu'on est chez eux depuis près de 2 ans. Il y en a là-dedans qui nous ont passé sur leur expo permanente. Fait que ça, c'est des consécrations, entre guillemets, que comme jeune start-up, on n'avait pas. Les gens passaient leur temps à nous demander « Ouais, mais allez-vous survivre? » Ce qui est une question pertinente, là. Tu sais, allez-vous survivre? Moi, j'étais comme « Oui, on va survivre! » Je veux! Mais je veux survivre! Mais c'est ça, c'était comme nice try. Mais, tu sais, on avait même mis un partenariat en place avec une agence web qui vraiment, pratiquement avait un email qui disait « Oui, nous allons reprendre son produit et le maintenir si jamais il crash. » Mais ça a duré environ 3-4 mois. On a eu plusieurs clients, puis après ça, cette question-là n'était plus là. Mais c'est toutes sortes de petites choses qui créent la confiance puis qui créent le sentiment qu'on va être là pour eux. Parce qu'un projet techno, c'est stressant. Puis tu as toujours peur qu'il n'y ait pas d'after-sales, qu'il n'y ait pas de service. Là. Donc, nous autres, on leur donne un plan, on leur montre qu'est-ce qu'on va faire ensemble, puis tout ça. Et souvent, là, on passe moins de 10 heures avec nos clients. Ils sont super autonomes, puis on n'en entend plus parler pendant 6 mois, 1 an. Puis c'est juste pour demander des points supplémentaires. Ils font tout seuls. Ben justement, pour rebondir sur le fameux parcours client et l'importance du service à la clientèle, l'écoute des feedbacks, être toujours là pour eux. Je vais te poser une dernière question avant de passer à Hugo. Justement, il y a un tas d'actions, un tas de subventions qui ont été mises en place pour les subventions, etc., etc. Mais toi, tu es allé vraiment aussi dans ta démarche avec les clients. Bon, c'est sûr que tu dois être en train de regarder ce que tu peux prendre pour toi en tant qu'entreprise, mais tu as aussi pris le parti très intéressant et encore super important pour assurer un beau service à la clientèle, c'est de voir éventuellement les approches vis-à-vis de tes clients pour les aider à trouver eux-mêmes du financement pour faire appel à tes produits et services. Absolument. On a des listes qu'on a créées aussi avec le feedback des clients aussi. Ils ont dit, ah, moi, j'ai utilisé tel fonds, tout ça. Il y a des fonds plus rapides que d'autres aussi. Fait qu'on commence à les connaître dans leur région. Fait qu'on va remettre à des clients intéressés des listes de subventions. Il faut savoir qu'on correspond à des critères de tout ce qui est la numérisation organisationnelle, la revalorisation ou encore l'innovation de la relation client. Fait que ça, c'est des gros pans là, de subventions. Puis, on coche toutes les cases, réellement, là, tu sais, c'est ça qu'on appelle les comités, on leur dit, est-ce qu'on coche les cases, tu sais, puis on donne des documents qui aident à faire ça, on donne des présentations qui aident à faire ça. Donc, ça aide beaucoup. Aussi, notre coût est très bas, en fait. Notre coût pour partir avec nous autres est entre 7 500 et 12 000 selon le déploiement qu'ils veulent faire. Fait que souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous mettre sur leur budget d'opération pour déployer vite, mais ces subventions-là financent la création des contenus qui vont dessus. Donc, ils vont être capables d'aller rechercher un autre 70 000 après ça pour
pour tous les contenus, toute la gestion, tout ça. Fait que c'est une façon de le faire à 2 vitesses, finalement. Voilà, c'est ce qu'on fait avec eux. Ben, c'est une très, très, très bonne démarche. Donc, c'est une façon d'être proactif avec eux, puis de faciliter finalement, de faire appel avec eux. Ce qui me permet, merci infiniment Isabelle, très, très, très intéressant de rebondir donc maintenant sur, avec Hugo, en fait, qui lui a vécu tout à fait le même, la même situation et qui a dû effectivement faire un pivot parce qu'au départ, c'était très dans le tactile, dans le toucher, donc tout ce qui n'est pas sanitaire finalement. Donc, merci Hugo donc, d'être là ce matin encore une fois. Et ben justement, versus Isabelle qui avait déjà cette technologie, toi, est-ce que tu peux nous parler donc du pivot que tu as dû faire pour repenser une technologie sans contact, justement, donc pour t'adapter aux nouvelles normes de sécurité sanitaire? Ben, c'est ça, en fait, nous autres, notre espèce de tagline avant la crise, ça a toujours été, on fait des installations interactives, des parcours immersifs avec pas de casque. Fait que, dans le fond, c'est un petit peu le même équivalent, on pourrait dire aujourd'hui, qu'avec pas de contact. Il faudrait qu'on change le wording, là. Mais c'est qu'on a toujours essayé de travailler sans se soucier d'utiliser, mettons, un casque de réalité virtuelle ou des technologies, bon, des objets connectés ou quoi que ce soit. Pas qu'on s'en empêche 100% du temps, mais la plupart du temps, on essaie de travailler avec des idées ou des systèmes qui vont être très, quand Isabelle disait qu'elle est très focusée sur l'expérience utilisateur, bien, nous autres, on a pour opinion que si ça marche directement quand je rentre dans un espace ou dans un endroit sans que j'aie besoin de porter une prothèse ou quoi que ce soit, bien, nous autres, c'est notre objectif à chaque fois le plus possible. Donc, on va dire le pivot, bon, là, pour parler un peu de la solution qu'on a commencé à sortir avec l'appel du MT Lab, l'idée, c'est, en fait, on travaille beaucoup avec des projections architecturales, des systèmes de capture de mouvement, des systèmes holographiques pour créer des installations interactives traditionnellement, bon, pour on va dire des musées, des places publiques, un peu dans le style des projets comme luminothérapie avec le quartier des spectacles. Mais là, bon, ça change un petit peu pour l'instant, mais ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi pas faire, par exemple, une projection architecturale au sol, puis avec nos systèmes de capture de mouvement qui existaient déjà pour savoir qu'est-ce que les gens font dans un espace ou dans une pièce, détecter la distanciation en temps réel entre les personnes, puis bon, la projeter dans un premier temps au sol. Donc, quand les gens bougent les uns vis-à-vis les autres, ça affiche bon, le fameux 2 mètres de distance, mais également rendre ça un petit peu plus fun puis funky. Par exemple, en proposant des scénarios immersifs, est-ce que quand on marche sur ce plancher-là, ça se transforme en un océan qui crée des vagues? Puis si tu respectes la distanciation, tu as une belle animation, il y a des poissons qui viennent se promener entre tes jambes. Mais si tu ne respectes pas, ils s'enfuient. Puis bon, l'idée, c'est de ramener ça un petit peu plus ludique et éducatif en même temps. Mais tu sais, au départ, honnêtement, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est, bon, comme beaucoup de monde, on a perdu. Au début, pendant les premières 2 semaines, on n'avait rien qui était annulé, mais après 2 semaines, en un matin, on a perdu la moitié de nos projets. Fait qu'on a soudainement eu un peu plus de temps. Puis, bon, vu qu'on vient du monde quand même très... on vient du monde artistique à la base aussi, donc c'était un peu triste dans un premier temps, mais ensuite, tu te dis, ben gars, qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps-là? Pourquoi on ne s'amuserait pas à créer quelque chose? Puis, c'était pas un pivot nécessairement très OK, on va pivoter, on va sortir cette idée-là. On s'est dit, gars, on a ça qui est disponible aujourd'hui. Puis ça vient un peu grâce à Martin qui a lancé un appel aux entreprises qui font partie du MT Lab. On dit, bien, c'est prêt, c'est disponible. Est-ce qu'il y a réellement un intérêt? Puis nous, en un après-midi, on avait sorti un prototype. Puis ça a l'air qu'il y a un certain intérêt pour cette solution-là. Là. Donc, ça fait partie quand même aussi, c'est ça, de notre ADN de créateur, de un moment donné aussi créer pour créer, mais s'il y a une utilité, tant mieux. Et également, il y a le côté, on a la double carte d'être des créateurs très technologiques aussi. On vient souvent s'imbriquer avec, soit qu'on a le contrôle du contenu puis du message qu'on veut passer, mais certainement, on peut travailler avec un lieu ou un endroit pour faire passer leur contenu. Donc, on a comme le côté technologique et la mentalité de recherche et développement. Donc, on est souvent en train de inventer des nouveaux principes d'interaction justement avec pas de casque ou avec pas de contact, peu importe comment on va l'utiliser. Mais fait que c'était un peu naturel de juste expérimenter. On est toujours en train d'expérimenter, crise ou pas crise.
Maintenant, mettons qu'on a un petit peu plus de temps pour expérimenter ces temps-ci, mais bon, ça, c'est la réalité pour tout le monde, là. Si quelqu'un veut vivre l'expérience, est-ce qu'on peut déjà découvrir ce parcours interactif quelque part actuellement? Est-ce qu'il est disponible ou en cours de l'être quelque part? On a des belles pistes, mais là, c'est quand même aussi, je pense qu'avec la crise, bon, au début, tout le monde était très réfractaire à OK, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on veut investir dans une technologie comme ça? Puis surtout, les gens se disent, vraiment, est-ce que ça va rester? On est en pourparlers, puis il y a peut-être des trucs qui seraient à très court terme pour cet été qui seraient disponibles. Encore là, tout le monde dit comment que l'été est presque annulé à Montréal. Là, fait que on espère, mais sinon, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que la technologie en elle-même, on l'utilisait avant la crise pour faire des scénarios immersifs. Fait que nous, on le voit comme quelque chose qui peut être qui persisterait dans le temps par la suite pour le côté justement, bon, un peu les mêmes aspects que My Smart Journey, mais c'est-à-dire qu'on peut faire une signalétique, on peut faire quelque chose de très immersif, passer un message culturel ou un contenu par la mise en situation au lieu de le faire par, on va dire, lecture d'une fiche ou quelque chose comme ça. On priorise la mise en situation justement. Fait que on est sur des belles pistes, mais je pense qu'on est dans un processus, nous autres, de vente qui est un petit peu plus long, qui était déjà notre cas avant la crise aussi. On est dans des projets souvent qui sont au minimum du 3 à 6 mois en cycle de vente, des fois un peu plus. Fait que ça s'en vient, on espère. Donc, il va falloir retrouver des systèmes, comme dit Isabelle, qui accélèrent les processus de réalisation et de mise en place. Oui. Donc, tu disais qu'effectivement, ces solutions de distanciation, elles pourraient perdurer après la crise. Au niveau du défi de la commercialisation, es-tu allé, comment dire, frapper à la porte de tes clients actuels ou en as-tu profité en fait pour développer une autre clientèle? Oui, ben, donc on a déjà les clients qui nous connaissaient déjà. Bon, il y a eu la fameuse zone morte pendant le premier mois et demi, mais ce que nous, on a remarqué, c'est que même, en fait, ce qui est intéressant au MT Lab, c'est les grands partenaires du MT Lab sont comme un peu coachés pour accueillir l'innovation parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est, j'imagine, en tout cas, simple à adopter dans une grande entité ou une grande entreprise avec des centaines d'employés. Donc, eux ont déjà une oreille ouverte, souvent un peu plus pratique, ou en tout cas, ils sont habitués à nous écouter, mais j'ai comme l'impression que d'autres entités ou clients qui ne sont pas nécessairement partenaires du MT Lab ont dû faire cette réflexion-là, juste du fait que comment on va réagir à cette crise-là, comment accueillir cette fameuse innovation, c'est un mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces, mais quand même, j'ai comme l'impression que soudainement, les idées folles des startups ne sont pas si folles que ça. Encore faut-il, justement, certains, peut-être clients potentiels seraient réticents à acheter quelque chose d'une entreprise qui va peut-être plus exister dans 6 mois dans le contexte, mais au moins, on a une oreille qui n'était pas nécessairement là avant la crise, là. Est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose, Martin, justement? Oui, là-dessus, effectivement, juste un premier truc, quand on parle d'innovation, l'innovation ouverte, c'est un terme pour dire où un écosystème va vouloir travailler ensemble ouvertement, même si on est un petit peu en concurrence et par opposition à quelque chose de secret et caché, qui existe toujours d'ailleurs. Travailler en innovation ouverte, c'est très difficile partout dans le monde. Et au Québec aussi, donc on n'est pas différent des autres. Et la crise a montré effectivement que l'innovation peut être à la fois quelque chose d'inutile en disant « Ah non, moi je m'intéresse qu'à ce qui est essentiel, donc je laisse tomber l'innovation ». Or, très rapidement, il se rend compte que les innovateurs, ceux qui ont des bonnes idées, des Isabelle et des Hugo de ce monde, ont des solutions prêtes à l'emploi ou en tout cas modifiables très rapidement. Et ça, c'est quelque chose que souvent les grandes entreprises n'ont pas. Tout d'un coup, ils redécouvrent en disant « Ah oui, l'innovation hors les murs peut être intéressante dans certaines circonstances. » Mais ça demande de la préparation parce qu'effectivement, quand tu n'as pas côtoyé des startups, ça peut faire peur. On le disait aussi des fois est-ce que la compagnie va toujours être là après? Est-ce qu'elle sait comment fonctionne une grande entreprise? Puis effectivement, je crois que le rôle du MT Lab, c'est de favoriser des deux côtés ce travail de connaissance l'un de l'autre. Mais oui, en ce moment, la crise, à mon avis, a montré que l'innovation, une certaine innovation, celle qui apporte des gens ou qui rend sécure des relations entre les gens, c'est une innovation que les grandes compagnies ne peuvent pas développer par elles-mêmes en ce moment. Et c'est là que les innovateurs peuvent trouver leur place.
Ouais, c'est sûr, ils ne sont pas aussi agiles. Ben, merci infiniment à vous trois. Je vais profiter des dernières minutes pour donner peut-être la parole à certaines des personnes qui suivent ce webinaire et qui auraient des questions à poser, soit à Martin, soit à Isabelle, soit à Hugo. Simplement, donc, rallumez votre micro et posez votre question. Comme on est assez nombreux, je ne vois pas toutes les images, mais allez-y, osez. Non. Sinon, si tu veux, Anne-Solène, je peux rebondir sur ce qu'a dit Martin. Bien sûr, bien sûr, bien Comme sûr. ça donne le temps de trouver les Ben questions oui. aux gens. Ou de les écrire s'ils préfèrent le Oui, faire dans c'est le ça, chat. utiliser sinon le chat, puis je vais transmettre. C'est vrai ce qu'il dit Martin, dans le sens qu'on vit carrément dans des mondes parallèles et puis on le réalise souvent. Récemment, par exemple, on a eu quelques présentations clients où ce qu'ils me disaient oui, mais quand même, il faut falloir bien s'arrimer puis bien préparer pour réussir à faire ça. Il faut avoir du temps devant nous pour déployer. Je leur dis ah ouais, mais pourquoi vous dites ça? Puis ils disent ben oui, parce que ça va être compliqué, ça va être long. Là, je leur dis, OK, ben, on va aller sur la plateforme, puis on va juste s'amuser. C'est quoi donc le sujet que vous vouliez parler? Puis là, on l'a fait live. Puis j'ai dit, bon, ben, ça a pris 3 minutes. Et là, ils me regardent, puis ils disent, mais c'est vraiment vite. J'ai dit, ben, on est en contexte physique. En contexte physique, les gens n'ont pas des attentes d'avoir un doctorat, là. Ils ont des attentes d'avoir des contenus qui durent 2 minutes environ. Donc, c'est des quickies, c'est des images d'époque, c'est des explications comment utiliser la crème pour la face. C'est des détails, là, quand on pense en agrotourisme, derrière un produit, il y a une entreprise, un procédé, une famille. Fait que c'est des histoires comme ça, c'est des petites choses rapides. Et surtout les grosses organisations, ils me disent, mais OK, mais on pourrait peut-être le faire finalement. Mais je pense que même quand on leur dit, ils ne conçoivent pas. Il faut vraiment qu'ils le fassent et qu'ils le voient. De la même façon que nous, comme start-up, on le vit des fois, on ne conçoit pas à quel point il y a des paliers de validation aussi que ces gens-là ont à passer à travers. Donc, on vit vraiment dans des espèces de mondes parallèles et c'est vraiment par la démonstration puis par l'écoute mutuelle qu'on peut réussir à travailler ensemble et à merger. Ah, définitivement, puis c'est les mondes parallèles de l'opération. Puis je pense que justement, un de vos défis, c'est vous, en tant que producteur de création, vous ayez aussi ce défi de casser les mythes de ça va être trop long, c'est trop compliqué. Donc, en plus de commercialiser, il faut que vous éduquiez. Donc, ouais. C'est tout un. En tout cas, qu'on détraumatise un peu, oui, effectivement. Et puis, ben, mais en même temps, c'est quel honneur quand même de faire partie de ces expériences-là, en même temps. Et est-ce que des fois, il y a des personnes qui justement vivent le fameux consommateur, vit une expérience en ce moment par rapport à tout ce qui se passe, puis osent vous appeler éventuellement, je ne sais pas, Isabelle, Hugo, Martin, est-ce qu'il y a des utilisateurs finalement qui ne sont pas forcément des clients, enfin des personnes qui vont acheter vos technologies, mais qui ont des suggestions parce qu'ils l'ont vécu? Peut-être que je peux rebondir là-dessus. On ne nous appelle pas directement, dans le sens qu'il n'y a pas un numéro 1-800 innovation, parce que l'innovation, ce n'est pas ça à quoi tu penses. Quand ta maison brûle, tu ne penses pas à innover. Par contre, quand tu cherches de l'eau, tu croises des startups qui ont des solutions en disant, mais j'ai un pistolet, j'ai un arrosoir, j'ai un canadair. Puis du coup, tu dis, ah, ben oui, j'ai besoin de ça. Et souvent, dans un moment de crise, il faut être là au bon moment. Ça veut donc dire qu'il faut avoir construit les relations en amont et avoir des outils qui s'insèrent dans un moment de panique ou de crise où ils ne sont pas nécessairement ouverts à entendre le mot innovation en soi. Ils cherchent une solution. Il s'agit juste de basculer ça sous la forme de solution. Le MT Lab a donc pris des startups et en disant, avez-vous des solutions? Et on les a printé sous la forme de solutions. Et nous, on travaille ensuite sur le terrain, un à un, pour être là au moment où ils disent, ah, j'ai une panique, je cherche ceci. Là, on dit, parfait, voici 3 solutions que tu peux rencontrer. Et tout d'un coup, ça peut marcher. Puis, ce qui est intéressant aussi, Martin, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si tu en fais encore, mais moi, j'avais trouvé ça intéressant, l'expérience de vos reverse pitch, on va finir avec ça.
Est-ce que tu peux juste glisser un mot, justement, si vous comptez en Oui. faire encore? Ou, les reverse pitch, c'est ça, c'est les pitchs inversés. Si une startup propose sa solution en 3 minutes pour dire voici que c'est merveilleux, qu'est-ce que ça peut faire. Un partenaire qui fait un pitch inversé, s'il dit voici mes besoins qui n'ont pas été répondus ou qu'est-ce que je cherche. Souvent, quand c'est trop précis, je veux exactement ceci, ça s'appelle un appel d'offres, c'est pas un pitch inversé. Et quand c'est trop vaste, ça s'appelle la recherche et développement. Entre les deux, le pitch inversé, c'est j'ai des grands besoins dans ce domaine-là, des axes d'innovation. Nous, on collige ces axes d'innovation-là et les partenaires nous proposent des besoins. En ce moment, à cause de la crise et parce qu'il faut aller faire vite, nous, on fait ce genre de truc-là, mais en privé. On ne l'a pas vraiment fait en public. On a un écosystème assez grand autour de nous autres. On a des bons incubés qui sont passés dans les autres cohortes. Donc, on est capable d'aller chercher des solutions qui sont immédiates, validées et safe parce qu'on les connaît. Donc, en ce moment, on est plutôt dans notre petit monde, mais dès qu'on est capable on veut répondre à d'autres personnes, on va commencer à s'ouvrir sur le reste du monde. Mais oui, c'est une méthode pour n'importe quel incubateur qui veut faire ça, qui aurait des partenaires, d'amener les partenaires à s'exprimer sur les besoins. Nous, on a réussi. Les fameux 4 axes au niveau du sanitaire ont été, remontés de cette manière-là à travers nos partenaires. Très, très, très intéressant. Je donne encore la chance à quelqu'un si vous voulez poser une question à nos 3 invités. Sinon, je vais clôturer cette belle rencontre. Vraiment, merci infiniment, Martin, Isabelle et Hugo, pour ce contenu très, très pertinent. J'ai reçu quelques messages en privé de certaines relations super intéressants, etc. Donc, ils les ont mis en privé, mais je partage avec vous quand même. Donc, sur ce, merci encore infiniment. Je veux juste annoncer donc aux personnes qui nous suivent, c'est sûr que vous êtes probablement fortement intéressés par les industries créatives et culturelles, mais comme je vous le disais, on organise donc différents webinaires sur le même principe en fait. Et le prochain webinaire est le 29 juin, donc sur comment réussir un pivot dans les industries manufacturières avec une entrepreneure assez exceptionnelle. Et aussi, donc, pour vous présenter, parce qu'on a utilisé beaucoup le mot pivot, hein, donc c'est très, très d'actualité en ce moment, justement. Et chez Agoralliance, nous avons monté donc un parcours de 40 heures, justement pour accompagner les entreprises dans toutes les sphères de la validation d'hypothèses, de la résilience du modèle d'affaires jusqu'à la commercialisation, que vous pourrez donc trouver sur notre site web agoralliance.com. Sur ce, encore une fois, merci à mes invités. J'aurais encore parlé des heures et des heures avec vous. Donc, je rappelle que ce webinaire a été enregistré et qu'il sera disponible sur les divers réseaux sociaux d'Agoralliance. Et si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser aujourd'hui à nos invités, eh bien, ils sont disponibles sur leur profil LinkedIn respectif. Merci à tous encore et je vous souhaite une très, très, très belle fin de journée. Merci beaucoup.